Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur D8. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Je poursuis pour vous ce soir la lecture d'une œuvre de Jules Barbé d'Aurevilly qui s'intitule Une vieille maîtresse. Alors pour ceux parmi vous qui prennent l'émission en cours, je vous avais précédemment parlé de sa biographie, donc je vais continuer pour ceux qui prennent l'émission en route. En fait, il s'est inspiré de son expérience personnelle pour écrire cette œuvre, Une vieille maîtresse, puisqu'il aurait apparemment passé une grande partie de sa vie dans la plus grande décadence. Il est né en Normandie au XIXe siècle, au sein d'une famille noble, qu'il a renié pour embrasser une vie un peu plus bohème, enfin en tout cas plus parisienne. Et il a quitté sa Normandie natale très jeune donc, pour s'installer à Paris et mener une existence de dandy libertin dans le Saint-Germain-des-Prés du XIXe siècle, où il accumule en fait les conquêtes, une vie de fête permanente. Une vie assez superficielle, et il va se rendre compte justement que ces excès d'alcool et d'opium vont lui abîmer sa santé de surcroît, et donc va opérer en fait un changement assez radical. Il va avoir une prise de conscience et va devenir totalement l'opposé, puisqu'il va se tourner vers la religion, donc devenir un fervent catholique. Il va se repentir et devenir particulièrement rigide. Et c'est dans ce contexte-là qu'il a écrit cette œuvre que je vais poursuivre tout de suite pour vous, qui s'appelle Une vieille maîtresse, qui donc raconte l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Rino de Marigny, qui doit épouser une jeune fille de bonne famille, très pieuse, très pure, une noble qui s'appelle Ermengarde, mais il va se retrouver coincé avec son passé, puisqu'il avait, avant de la rencontrer, une liaison avec une femme plus âgée qui s'appelle Vélini, qui a été sa maîtresse pendant 10 ans, et qui n'accepte pas du tout de le laisser partir, et qui va donc établir un plan assez diabolique justement pour tout faire pour récupérer son amant. Voilà, donc je vous propose tout de suite de poursuivre cette lecture. On est ensemble cette nuit sur D8 jusqu'à toute première lueur du jour. Restez bien avec nous. Qui, impatient de lui rendre dans sa vanité le coup qu'elle avait porté à son amour-propre en lui parlant de sa jambe, se tut 1 minute. Le vicomte étudiait cette tête de bronze, un sillon de la foudre de beauté qui partait de l'émotion du cœur y passa. Mais ce fut trop rapide peut-être, aperçu d'un observateur s'emporter comme l'était Monsieur de Prony. « Oui, je le sais, reprit-elle en portant vivement à sa bouche la main qu'elle avait mise sous la griffe d'or de la peau de tigre. La griffe acérée, trop durement appuyée par elle, avait trouvé le sang qui coulait et qu'elle suça tranquillement. Ils sont venus de partout me dire que Marigny allait se marier. À chaque femme qu'il a eue dans votre monde ou dans le mien, ils sont venus m'en avertir. Ne l'ai-je pas toujours su d'avance, la vieille, même du jour où ces femmes se donnaient à lui. Moi-même ne l'ai-je pas souvent renvoyé vers elle lorsqu'ils s'en revenaient vers moi. Aujourd'hui, au lieu d'un amour, c'est un mariage. C'est un amour et un mariage, fit l'implacable vicomte. Eh bien, c'est un amour et un mariage, si vous le voulez, répondit-elle. Mais ce n'est pas un dénouement. De dénouement à la liaison qui existe entre Marigny et moi, il n'y en a pas, monsieur de Prony. Ma foi, señora, dit monsieur de Prony d'un ton de plaisanterie, mais dépité au fond de trouver cette femme invulnérable, l'orgueil est une superbe chose, et vous savez mieux que moi pourquoi vous en avez. Votre Olivia est moins belle que mademoiselle Ermengarde de Polastron, la fiancée de monsieur de Marigny, et le diable m'emporte, il en est fou, de manière que Vélini, qui est vieille et laide, interrompit-elle avec ironie, n'a plus qu'à se jeter par la fenêtre si elle aime encore monsieur de Marigny. Il y avait de l'amertume dans sa voix en parlant ainsi au vicomte, mais nulle colère n'enflammait ses yeux noirs, profonds comme le velours qui absorbe la lumière sans la renvoyer. Ils étaient ternes, lasses, ennuyés,
mais calmes, comme ils étaient quand le vicomte était entré. Le pauvre homme était si ébahi de ce calme imprévu qu'il n'avait jamais poussé plus laborieusement contre sa joue une langue réduite à manquer de réplique. Il s'attendait à une colère cramoisie, il en aurait joui en amateur et en connaisseur véritable. Au lieu de cela, il se trouvait que la señora avait le caprice du plus beau sang-froid. C'était désappointant. La conclusion serait un peu dure, dit de Prony, qui ne savait que dire. Si, fit-elle, en changeant de ton et de posture. Mais malheureusement, ou heureusement, reprit-elle d'une note moins sonore, il n'y a point de conclusion. Elle fit un petit mouvement d'une impertinence adorable et jeta en l'air, du bout de son pied, sa pantoufle, qui, après 2 tours vers le plafond, alla retomber sur le lit. Son mouvement découvrit une délicieuse jambe de promesse, de perdition, qui donna comme un soufflet du diable dans les yeux, alléché du vicomte de Prony. C'était une de ses jambes tournées pour faire vibrer, dans les plus folles danses de l'amour, le carillon de tous les grelots de la fantaisie, autour desquels l'imagination émoustillée s'enroule, frétille, se tord en montant plus haut, comme un pampre de flamme monte autour d'une thyrse. L'Espagne avait autrefois failli d'être perdue pour une jambe pareille lorsque la voluptueuse Cava mesurait la sienne avec des rubans jaunes aux yeux fascinés du roi Rodriguez, embusqué derrière sa jalousie. Pécaillère, fit le vieux Prony en flûtant sa voix libertine. Eh bien, après, dit-elle d'un ton sec, en roulant d'un revers de sa main les plis de sa robe autour de ses chevilles, avec une expression d'yeux à rappeler au vicomte Chastenay de Prony qu'il n'était pas le roi Rodriguez mais un diplomate en fonction. Vous voilà maintenant le pied nu, reprit le vicomte, rentré dans le sentiment de son rôle, mais resté sous l'empire de la grâce physique qu'elle avait. Vous voilà le pied nu comme une magicienne qui va faire son charme. Il se souvenait du mot de talisman employé par Madame d'Artel. Et vraiment, il faut que vous en ayez un bien puissant et bien subtil pour n'avoir pas peur de la belle Ermengarde de Polastron. J'en ai un, dit-elle d'un air mystérieux et fin, se mettant son doigt sur sa bouche, comme une des sorcières de Macbeth. Se moquait-elle de lui? Ou comme les femmes de son pays méridional, avait-elle quelque superstition à laquelle elle rattachait son union avec Marigny et qui, pour elle, en sauvegardait la durée? Elle avait, avec son front ténébreux, je ne sais pas quoi de sauvage, de bohémien, d'étrange. Elle chantait, souvent, une espèce de ballade en prose qu'étant grosse d'elle, sa mère avait entendue, un jour, qu'elle avait donné l'aumône, sous le porche d'une église, à une gitana accroupie qui la fixa de ses longs yeux de feu, tout en lui tendant sa main sèche. Elle ressemblait beaucoup à cette femme qui lui avait répété sa mère. La ressemblance était elle aussi à l'âme, et comme la peuplade vagabonde à laquelle appartenait cette mendiante, l'amour des croyances merveilleuses asservissait-il sa pensée. Mais le vieux débauché du XVIIIe siècle ne vit rien de cette poésie muette qui, par hasard, se rencontrait rue de Provence au numéro 46, au sein de la plus spirituelle, de la plus prosaïque des villes de la terre. Il ne vit dans tout cela que des réalités piquantes, l'esclavage des plaisirs dépravés. Il interpréta avec son imagination corrompue le mot et l'air de la señora. « Vous êtes 2 grands scélérats, dit-il, avec une gaieté qui n'excluait pas la convoitise, en pensant à Marigny et à elle. Pour tenir si bien l'un à l'autre, il faut qu'il y ait des crimes entre vous. » Chapitre 5. Les adieux. Le vicomte de Prony resta jusqu'à 11h30 chez la señora. Mais en vain, eût-il la finesse de l'ambre dont il était parfumé, il ne put pénétrer la secrète pensée de Vélini. Il n'était pas bien sûr qu'elle ne fût pas désespérée, il n'était pas sûr non plus qu'elle n'affectât pas la sécurité s'il ne lui avait pas appris le mariage de Marigny. Si vraiment elle le savait, la pensée de Madame d'Artel ne se réaliserait donc jamais. Comment expliquer que la señora restât tranquillement sur sa peau de tigre
au lieu de devenir tigresse elle-même, au lieu de se répandre en de tels éclats que Madame de Flers fut bien parfaitement convaincue du danger et du ridicule qu'une femme de ce genre jetterait sur Ermengarde si elle épousait Marigny. Dans tous les cas, c'était une déception complète. Elle n'avait pas même bougé, elle n'avait pas crié, elle n'avait rien cassé, elle n'avait pas enfin eu l'ombre d'une seule de ces belles colères à la Charles le Téméraire, après Granson. Il lui avait vu autrefois, car la Vélénie était effroyablement violente pour des sujets selon lui de bien moindre importance. Et les résultats de sa première visite n'étaient pas brillants. Il le sentait bien. Aussi, eût-il été d'une humeur massacrante s'il n'avait pas admirablement digéré. Et s'en allant, il rencontra Monsieur de Marigny sur l'escalier. Ils se revoyaient souvent. Ils se revoyaient souvent dans le monde, et ils se saluèrent en s'abordant. « Eh, dit Monsieur de Prony en ricanant de sa bouche vide. Vous êtes donc un infidèle ce soir à votre belle fiancée, Monsieur de Marigny. Vous n'êtes donc pas chez Madame de Flers ? Ni vous, monsieur, répondit Marigny d'un ton froid et caustique. Chez Madame d'Artel ? Eh bien, j'y ai dîné, reprit le vicomte, mais après le café et pour prendre un peu l'air que j'aime à prendre quand j'ai dîné, je suis venu faire une petite visite à la Señora. Il y avait longtemps que je ne l'avais vue, et je l'ai trouvée bien vieillie, bien changée, cette chère Señora. Il poussa sa joue avec sa langue comme s'il eût été réellement stupéfait du changement de Véligny. Avec votre mariage, auquel elle ne devait guère s'attendre, ni vous non plus, vous allez lui donner le coup de grâce à la pauvre diablesse, de manière que j'ai pensé qu'une visite de condoléances, faite à l'avance, interrompit Marigny, serait une attention de la part d'un ancien ami, reprit le vicomte, sans avoir eu l'air d'entendre ce que Monsieur de Marigny avait ajouté. Car après tout, j'ai toujours aimé la Señora, une bonne fille au fond, quoique vive comme le salpêtre, mais une bonne fille, comme je te le disais. D'ailleurs, laquelle, même la plus douce de ces pauvres brebiettes du bon Dieu, se verrait tranquillement plantée là après une amphithéose de 10 ans. 10 ans. Par le ciel, c'est une prescription, cela. C'est presque un droit de propriété incommutable, de manière que je parierais un bon coup d'épée. L'ancien breteur se retrouvait toujours chez le vieux Prony, que vous ne serez pas quitte de sitôt du chat enragé qu'elle va vous jeter aux jambes, mon pauvre Marigny. Vous croyez, dit Marigny avec une légèreté assez méprisante. Eh bien, c'est ce que nous verrons, monsieur de Prony. Et il le salua, continuant de monter l'escalier, pendant que le vicomte le descendait, grommelant dans les plis de son manteau sous lequel il avait coulé son nez comme un héron fourre son bec aigu dans ses plumes. Si elle s'est tue, cette infernale Señora qu'il faudrait soumettre aux tortures de l'Inquisition si on voulait la faire aller à confesse. J'en ai dit assez, moi, pour qu'elle reçoive ce Marigny, qui a l'air de ne douter de rien sur un fier et pieux. Allons, allons, il y aura ce soir de la discorde dans Agraman. Vieille et taquine espèce, pensa Marigny, montant toujours. Il n'aimait pas cette visite faite à sa maîtresse par le vicomte après un éloignement si prolongé. Il connaissait l'antipathie, si voilée qu'elle fût, de Madame d'Artel. Il se douta de quelques manigances dont l'ancien cavalier servant de la comtesse était l'instrument. Quand il entra chez la Señora et qu'il surprit l'attitude de la physionomie de cette dernière, il n'eut plus de doute. Il vit très clair. La Véligny était retombée sur sa peau de tigre après le départ du vicomte. Elle n'y était plus à moitié soulevée, mais couchée, à plat, sur le dos, comme une morte ou comme une mourante. Elle avait mis un mouchoir sur sa figure pour cacher sans doute ses impressions à Oliva. Elle était tellement accablée ou tellement refoulée sur elle-même qu'elle n'entendit peut-être point le pas si connu de Marigny quand il souleva la portière et qu'elle resta gisante, immobile et voilée. Il y avait dans ce torse ainsi jeté, si délié et si souple, une contraction qui n'échappa point à Marigny
et qu'il accusait l'effort intérieur ou l'angoisse. Il s'approcha, la prit subitement et doucement par-dessous les reins et l'enleva ainsi avec sa peau de tigre, comme une mère enlève son enfant dans la mante où elle l'a couché. « Tu souffres ? Qu'as-tu » lui demanda-t-il en lui arrachant son mouchoir. « Je n'ai rien, dit-elle, prête à l'imposture cachée, pensait-elle par sa volonté sous son frêle masque de batiste. Mais lui, la portant devant une glace, « Regarde comment tu mens », dit-il en opposant le visage livide à la parole indifférente. Groupe fier et beau, après tout, que cette femme aux pieds bruns et nus, au visage tourmenté, aux larmes dévorées, dans les bras de cet homme sympathique à sa douleur cachée, debout, la tête nue, enveloppée, encore du manteau qu'il n'avait pas pris le temps de détacher, sur les pieds duquel pendait avec ampleur la peau de tigre aux griffes d'or. « Laisse-moi, Rino, fit-elle avec un soubresaut violent, comme honteuse de la trahison de son visage. Rino, c'était le nom de Monsieur de Marigny, né dans les dernières années de l'Empire, époque où les poésies d'Ossian avaient un succès impérial. On l'appela comme un des héros de Macpherson. Ridicule, pour tout autre que lui, ce nom idéal allait bien à la taille et à la figure d'un homme d'une distinction presque grandiose, et dont la vie et les ressources, les aventures, étaient entourées d'un nuage. Il était probablement accoutumé aux façons sauvages de la señora, car il la contint sur sa poitrine. Avec effort, il est vrai, mais il la contint. « Non, non, dit-il, pourquoi veux-tu m'échapper ? Qu'est-ce que cette commère de vicomte est venue te conter pour bouleverser ainsi ce méchant front-là » ajouta-t-il avec une gaieté sans accent sincère, en s'asseyant sur le divan et en la prenant sur ses genoux. « Il ne m'a dit, répondit-elle gravement, que ce que je sais, que ce que tu m'as dit toi-même, il a cru m'apprendre quelque chose en m'apprenant ton mariage avec Madame de Polastron. Âme fière, il t'aura blessé, fit Marigny. Moi, dit-elle avec des yeux d'éclair et une voix digne de Médée, est-ce que les âmes fières sont à la disposition du premier venu qui veut les faire souffrir ? Et le dédain se gonflant en elle, lui donna cette beauté sublime qui sans cesse communiquait soudainement à cet être laid et chétif, une si incroyable toute-puissance. Monsieur de Marigny fut-il dominé par l'impression de cette beauté qui s'allumait comme un flambeau, ou par un de ces souvenirs qui renouvellent le passé même. Toujours est-il que l'amoureux de la belle Ermengarde fit à sa fiancée l'infidélité d'un baiser. Il lui fut rendu avec fureur, mais comme si l'amour et la haine étaient en Vélini autant que la laideur et la beauté. « Laisse-moi, répéta-t-elle encore, cette fille de tous les contrastes, je ne veux pas de tes baisers, tu m'es odieux, je te déteste. » Disait-elle vrai ? Quelquefois, les femmes ont de ces mots contradictoires qui donnent aux caresses quelque chose de plus involontaire. L'orgueil de l'amant y gagne, la volupté aussi, mais elle ignorait ses calculs. « Oui, je te déteste, » reprit-elle toute pâle de ce baiser convulsif. « Je te hais comme tout être fier, fait pour être libre, doit haïr la destinée qui l'opprime. Tu es la mienne depuis si longtemps, le seras-tu toujours ? N'y aura-t-il pas un moment dans la vie où tombera la chaîne que je porte ? Crois-moi, Vélini, il y en aura un, reprit Marigny sans étonnement et sans colère. Couple étrange qui parlait ainsi, avec des lèvres qui venaient de se joindre, plus fabuleux à ce qu'il semblait que les monstres sur le dos desquels il était assis. « Ah, je ne te crois pas, fit-elle. N'ai-je pas essayé 100 fois de m'affranchir entièrement de toi ? Toi aussi, n'as-tu pas essayé de mettre en pièces ce lien funeste ? Avons-nous pu jamais, Rino ? N'est-il pas resté sur nous, autour de nous, en nous, comme les nœuds redoublés d'un serpent ? Rien n'y a fait, ni la douleur venue par toi, ni le bonheur venu par les autres. J'ai bien souffert de ton abandon, quand tu m'as quittée pour des femmes plus jeunes et plus belles, mais enfin, je me suis consolée. J'ai aimé aussi, et du moins j'ai tâché d'aimer aussi de mon côté, comme tu aimais. Eh bien, cette liaison brisée s'est toujours renouée pour se briser et se renouer encore. Était-ce caprice ? Était-ce habitude ? C'était quelque chose de plus ou de moins que de l'amour. Tu me revenais quand je t'attendais, comme si nous avions deviné, moi, ton retour, toi, mon attente. Aujourd'hui, tu te maries à une jeune fille
aimer. Moi, je suis bien sûre de ne plus t'aimer. Et pourtant, nous voici tous deux à la même place que depuis 10 ans. Avant que tu ne fusses entré, j'avais bien raison de dire au vicomte, qui croyait me percer le cœur en m'apprenant ton mariage, qu'il n'y avait point de dénouement possible à cette fatale et triste liaison. Il faut pourtant qu'il y en ait un, Vélini, dit Marigny avec le ton résolu d'un homme qui se reprocherait une faiblesse. Si nous avons cessé de nous aimer, du moins nous sommes restés sincères, on ne trompe pas quand on a l'âme un peu haute et quand d'ailleurs on ne s'aime plus. Ce soir, Vélini, j'étais venue pour faire ce que je n'ai pas fait avec toi chaque fois que je t'ai quitté, pour te dire un suprême et dernier adieu. La force de ton âme t'abuse, Rino, fit-elle, avec une foi désespérée. Si tu crois à des adieux éternels, tu me reviendras. Je te le dis, sans frémissement de joie, sans orgueil, sans triomphante jalousie. Tu passeras sur le cœur de la jeune fille que tu épouses pour me revenir. Non, dit-il, non. Je sais ta puissance, Vélini, mais j'aime cette enfant chaste, charmante, fille d'un monde défiant, et qui cependant s'est confiée. Je ne saurais l'exposer à souffrir des douleurs immenses pour prix de m'avoir aimé et choisi. C'est bien, dit-elle, mais noble et loyal à toi que de penser cela. Mais combien as-tu aimé de femmes depuis 10 ans pour te donner le droit de croire à la durée des mouvements les plus généreux de ton cœur? Ah, répondit Marigny avec une profondeur exaltée. Je n'ai jamais aimé personne comme elle, pas même toi, Vélini, pas même toi. Les sentiments que tu faisais bouillonner dans mon cœur à 20 ans, elle les a fait renaître dans un cœur de 30, vieux et usé. Elle a ressuscité en moi la faculté d'aimer et elle l'a rendue aussi fraîche, aussi abondante, aussi pleine que dans les premiers romans de la jeunesse et de la vie. Non, je n'ai jamais aimé personne d'un pareil amour. Les sens, l'imagination, le caprice, les besoins du cœur, qui ne meurent pas tous le même jour, m'ont entraîné de bien des côtés différents. Mais je gardais toujours une partie de moi-même. C'était cette moitié qui te revenait, Vélini. Aujourd'hui, tout retour devient impossible. Ermengarde m'a tout entier. Jurerais-tu cela ? Dit-elle avec un sourire incisif dont il comprit la raillerie. Ah, le baiser de tout à l'heure, fit-il. Mais n'ai-je pas dit que je sais ta puissance inouïe, par moments, invincible, étrange, inexplicable, qui n'est pas l'amour, qui n'est même pas le souvenir de l'amour. C'est cela même que je veux fuir, Vélini. Je ferais mieux que ce sultan qui mettait un sabre entre lui et sa maîtresse. Je mettrais entre nous l'absence, le meilleur glaive qu'il y ait pour couper tous les liens du cœur. Eh bien, puisses-tu dire vrai après tout, s'écria-t-elle. Puissions-nous vivre éloignés, toi heureux, et moi, du moins, libre. Nous ne devions pas nous aimer, tu le sais. Tant qu'il a duré, notre amour n'a produit qu'orage, des ivresses folles, des angoisses infinies. Et quand il a cessé, il nous est resté les angoisses, de si anciennes et incompréhensibles ivresses les ont parfois traversées. Ah, que nous les avons maudites. Quelle vie, mon Dieu, nous avons menée. Rien entre nous n'a été paisible. Tout a été trouble, querelle, insomnie. Pourquoi, Rino, nous aimions-nous ? Nos âmes se choquaient à travers les embrassements de nos corps. Elles ne ressemblaient trop. Je suis aussi fière que toi, aussi impérieuse que toi. C'est peut-être ce qui explique cette trop longue intimité, agitée et cruelle. Mais si c'était là, Rino, ce qui devait l'éterniser, peut-être me revenais-tu parce que ton âme orgueilleuse n'avait pu abaisser la mienne, et t'en retournerais-tu de fatigue de n'avoir plus pu la plier et la surmonter. Ah, ce qu'il te faut, mon ami, c'est une femme douce et tendre qui aime avec abnégation. C'est une âme sur qui tu règnes et avec qui tu puisses te montrer généreux. Ce sera la fin pour cet épisode, mais on va se retrouver très très vite pour la suite. D'ici là, n'oubliez pas de nous retrouver sur les réseaux sociaux. Tout simplement, il vous suffit de taper #VBN. Vous pouvez également nous retrouver donc sur le site de la chaîne www.d8.tv. Quant à moi, eh bien, je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle journée si vous devez vous lever pour aller travailler, ou une très bonne nuit si vous cherchez le sommeil. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures littéraires sur D8.